Les mots sont destructeurs, ils sont gravés dans notre ADN et ça on n'oublie jamais. Et oui, tous les signaux étaient là, mais je ne les ai pas vus. Et le fameux jour où je suis partie, je me suis dit, il va me tuer. Je l'ai vu. La peur m'habitait à cette époque-là, j'avais peur de moi, ma propre ombre. On sait maintenant, ça y est, les victimes parlent, la parole est libérée. Comment ça se fait qu'encore à ce jour, on en soit là ? Bonjour Florence. Vous avez 61 ans, vous êtes originaire du Jura. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous raconter votre histoire. Durant cet entretien, nous parlerons des violences que vous avez subies pendant plusieurs années, jusqu'à la tentative de féminicide dont vous avez été victime en 2014 alors que vous étiez sur votre lieu de travail. Cette agression d'une violence inouïe, c'est votre ex-mari qui l'a perpétrée contre vous. Cet homme que vous aviez quitté un mois plus tôt après avoir supporté des décennies de brutalité. Durant cet entretien, nous allons revenir ensemble sur cette partie sombre de votre histoire, puis nous allons découvrir avec quelle force de vie incroyable vous avez survécu à ces traumatismes physiques et psychologiques. Votre parcours force l'admiration. Vous n'êtes pas qu'une survivante, vous êtes une combattante. Aujourd'hui, vous êtes écrivaine et psychopraticienne. Vous avez décidé de venir en aide aux femmes. Vous êtes spécialisée dans l'accompagnement, l'aide et l'écoute des victimes de violences sexistes et sexuelles. Votre combat ne s'arrête pas là, nous allons en parler ensemble. Alors tout d'abord, comment allez-vous Florence ? Eh bien, aujourd'hui je vais bien, même si on n'oublie pas une histoire pareille. On apprend à vivre avec. Alors justement, on va revenir sur ce sujet-là, mais avant j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, c'était quoi votre vie avant que vous fassiez la rencontre de l'homme avec lequel vous allez vous marier ? Ma vie, c'était pas difficile. J'étais mère célibataire, j'étais éducatrice, donc tout allait bien dans ma vie parce que j'étais bien, vraiment bien. Donc celui qui va devenir votre mari, vous le rencontrez dans les années 90. Comment se passait le quotidien avec cet homme ? Au départ, un prince charmant. Alors, je ne vais pas faire défaut à toutes les femmes qui ont vécu cette histoire-là. C'est que c'est un prince charmant qui arrive dans ma vie et qui me déroule le tapis rouge. Quand on a un manque de confiance en soi, quand on a des blessures, c'est facile de rentrer comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait exception au schéma qui existe. C'est que j'ai vécu exactement les mêmes choses. Comment est-ce que la violence s'installe et quelle conscience vous en aviez à l'époque ? J'avais aucune conscience de ce que je vivais. J'étais éducatrice, donc la violence faisait partie de mon quotidien. J'avais une mère violente aussi, donc je connaissais tous les codes de la violence. Donc j'avais aucune conscience de ce que j'étais en train de vivre. Est-ce qu'il y a des choses qui, avec le recul maintenant, qui vous marquent, des choses où vous dites non mais là en fait c'était en train de s'installer, j'en avais pas conscience mais ça c'était de la violence? Mais bien évidemment, il y a des mots que je n'ai pas oubliés parce que si j'ai oublié des coups, je n'ai pas tant oublié que ça, mais j'ai pas oublié les mots, parce que les mots sont destructeurs, ils sont gravés dans notre ADN, et ça on n'oublie jamais. Et oui, tous les signaux étaient là, mais je les ai pas vus. J'ai retrouvé, après toute cette histoire, j'ai retrouvé des amis qui étaient là à ce moment-là, des amis éduques, des amis qui m'entouraient à cette époque-là, et elles sont toutes. Non seulement il a fait en sorte qu'elles s'en aillent, mais elles sont parties aussi parce qu'elles me reconnaissaient pas. Elles ne comprenaient pas qui j'étais à ce moment-là. Parce que elles me connaissaient autrement, et elles voyaient le danger arriver. Elles disaient, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce gars-là ? Mais aucune conscience, moi. Vous savez, le moment où on tombe amoureux, c'est là qu'on devrait être très rationnel. Et en fait, j'étais complètement irrationnelle. Et c'est pas que moi, on est comme ça, on a les yeux qui brillent, on a les papillons dans le ventre, et on oublie complètement. Mais des petites voix, j'en ai eu plein. Je les ai fait taire en disant, quand même, pourquoi j'ai des doutes comme ça ? Il est charmant, cet homme. Qu'est-ce qui vous a amené à l'année 2014 et cette décision de le quitter ? C'était un enchaînement. Alors, 2014, j'étais déjà partie plusieurs fois. Il y a plusieurs fois où j'étais partie. J'avais déjà fait un stage à l'hôpital en 2007, où il m'avait massacrée après la mort de sa première épouse.
Donc, quand je dis massacré, c'était vraiment massacré. Hein. Donc, j'étais éduque, j'avais été séquestrée dans une chambre à cette époque-là. Si je sortais, j'aurais pris un coup de fusil. Donc, j'ai attendu qu'il s'endorme, à peu près à 5 heures du matin, pour pouvoir sortir de cette chambre et pouvoir partir à mon travail. Parce que j'étais massacrée, mais je suis quand même passée par mon travail, parce que je devais faire un lever des adolescents. Il fallait que je trouve absolument quelqu'un qui me remplace. J'étais défigurée. Je suis arrivée à l'hôpital, après avoir trouvé quelqu'un, je suis arrivée à l'hôpital dans un état catastrophique. Et on n'a pas, bon, j'avais l'arcade ouverte, mais on n'a pas pu me recoudre parce que j'avais mis trop de temps pour venir. Enfin, il y a eu plein de choses. Et je vous parle de 2007. On parlait pas des violences comme aujourd'hui. J'ai pas été prise en charge non plus. Il est venu aux portes de l'hôpital faire le cirque. Ils l'ont fait rentrer. Et il fallait que ce soit moi qui le calme. À l'époque, je suis partie avec mon goutte à goutte, calmer monsieur, au lieu d'appeler la police et de faire les choses. À cette époque-là, on n'en parlait pas. Pas comme maintenant. Alors, en 2014, vous décidez de quitter votre mari. Qu'est-ce qui vous a donné la force de le faire à ce moment-là ? Mais 2014, c'est une date, mais il y a eu déjà beaucoup d'événements avant. Donc, 2007... où après mon passage à l'hôpital, je pars déjà, parce que c'est un événement qui est fort pour moi. Il est hors de question que je me fasse rouer de coups comme ça. Et je vais partir pendant 1 mois, mais il va me retrouver, il va me harceler, et je vais revenir. Pourquoi je reviens ? Parce que je culpabilise, parce qu'il me fait culpabiliser. Si j'ai agi comme ça, si j'étais comme ça avec toi, c'est bien à cause de toi. Et je vais le croire. Et à chaque fois, ça va marcher. Sa stratégie marche à chaque fois comme ça. C'est facile de me faire culpabiliser. J'ai quitté ma famille, puisqu'il était marié avant, il avait quitté sa famille pour moi, et il me le faisait bien sentir. C'est à cause de toi, si j'en suis là. J'ai tout quitté pour toi, et regarde, mauvaise femme que tu es. Alors, qu'est-ce qui change en 2014 ? Pourquoi cette fois-là, c'est la dernière fois ? Déjà, j'ai eu un licenciement. Et je suis repartie faire des études. Je suis repartie à l'IRTS à Besançon. Donc, je reprends des études. Et là, je ne sais pas si c'est ça qui m'a donné un pouvoir de plus et une réflexion de plus. Et du coup, déjà, il me harcèle pendant ma formation. Parce que c'est juste pas possible pour lui que je parte 1 an en formation à l'IRTS et qu'en plus, je ne gagne pas assez d'argent. Parce que l'argent est un moyen aussi de nous ficeler. Et moi, j'étais complètement ficelée économiquement. Parce qu'on a construit une maison, c'est moi qui avais les prêts. Enfin, il faisait tout en sorte que je sois complètement ficelée. Et partir 1 an en formation, pour lui, c'était pas pour avoir un meilleur poste et pour pouvoir faire autre chose, c'est surtout pour lui échapper. Et c'est ce qu'il a dans sa représentation. Donc, comme il contrôle tout, parce qu'on parle beaucoup d'emprise, mais moi, j'aime bien qu'on parle du contrôle coercitif, et de réinverser la chose en se disant... Comment ça se fait qu'elle agit comme ça ? Qu'est-ce que lui a mis en place pour qu'elle agisse comme ça ? Et c'est ça qui s'est passé. Parce qu'il me harcelait. Moi, je me levais à 5 heures du matin pour étudier mes cours et pouvoir aller à l'école et faire des stages en même temps. Et là, c'était insupportable. Tu te rends compte, tu gagnes rien, tout le monde profite de toi. Et voilà. Et là, donc, ça fait beaucoup de choses. Et je reprends un poste dans un EHPAD, là où il m'attaquera. Et là... Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense qu'il y a eu des choses qui sont... C'était insupportable. Et de son côté à lui, je trouvais que sa violence montait encore d'un cran. C'est-à-dire que... Alors, il avait bien compris qu'avec moi, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il était violent aussi avec son ex-épouse. Et comme il s'est présenté auprès de moi comme une victime, en disant que c'était une personne qui était malade alcoolique et que c'était horrible d'être avec une personne comme ça, moi je l'ai cru. Donc tout ça a fait des éléments pour que je le croie en tant que victime et pauvre malheureux. Donc voilà. Je pense que j'ai eu quelque chose qui a fait une étincelle dans ma tête, parce que sa violence montait. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il avait bien compris que s'il me tapait, j'allais sur l'extérieur, contrairement à son ex-épouse qui, elle, restait à l'intérieur pour se cacher. Moi, j'allais sur l'extérieur et j'étais beaucoup plus dangereuse pour lui, parce que du coup, je le démasquais auprès de tout le monde. Et ça, c'était pas possible pour lui. Donc la violence, c'était beaucoup plus psychologique, économique, sexuelle, parce qu'évidemment, un homme qui vous frappe,
Vous pouvez pas aller avoir un rapport avec lui, vous pouvez pas faire l'amour avec lui. Et c'était beaucoup plus violent, du coup. Parce que il avait plus l'accès qu'il avait avec moi. Vous voyez, il n'avait plus la jeune fille qui était tendre, gentille et tout ça. Il y avait quelque chose qui s'était fracturé suite aux premières violences. Donc là, je sentais sa violence qui montait. Et le fameux jour où je suis partie, je me suis dit, il va me tuer. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans son visage. Même si je n'avais aucune conscience. Je me disais les mots, mais c'était dans le mental. Vous voyez, ça descendait pas. J'arrivais pas à croire qu'il irait jusque-là. C'était juste pas pensable. Et bien justement, donc vous le quittez. 1 mois plus tard, vous êtes sur votre lieu de travail. Et il arrive dans votre bureau ou là où vous vous trouvez. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ça Alors, ce qui est étrange, c'est cette fameuse journée. Vous savez, je partais au travail. Alors, j'étais cachée par mes collègues. Hein. Ils avaient monté tout un scénario. Elle m'avait trouvé un petit chalet dans les bois. Dieu merci, il m'a pas trouvé là-bas. Parce que je serais pas là aujourd'hui en face de vous pour pouvoir parler. Et il y avait toute une stratégie de montée. Sauf, il y avait une chose que j'avais pas pensé, c'est qu'il passerait les portes de l'EHPAD où je travaillais. Parce qu'il aimait pas les milieux hospitaliers, il aimait pas ce monde-là. Donc, j'ai jamais pensé qu'il passerait les portes. Et ce matin-là, je l'ai croisé sur la route. Parce que je pensais... Vous savez, on a une intuition. Et cette intuition, je l'avais. Et je me suis dit... Déjà, il m'envoyait des textos, il arrêtait pas de me téléphoner, il arrêtait pas de me harceler, comme il avait fait la première fois, de toute façon. Et il me disait que tout le monde disait, oh mon Dieu, combien il était malheureux, même le médecin avait justifié qu'il était mal et tout ça. Et je le croise en voiture et je le vois radieux dans la voiture. Je dis, bah quand même, il est pas si mal que ça. Et là, j'ai eu une petite voix, cette fameuse petite voix qui m'a dit... va à ton travail. Et j'avais cette phrase qui tournait en rond sans arrêt. Donc je ne descends pas de la voiture et je vais à mon travail. Je passe les portes de l'EHPAD. Et une fois passé les portes de l'EHPAD, j'ai pensé que j'étais à l'abri. Vraiment. Et non, parce que lui aussi, il a franchi les portes de l'EHPAD. Et donc, il était de dos, il était déjà rentré. Le temps que je me mette en tenue, il était déjà rentré à l'intérieur. Et il était déjà en train d'échanger avec une collègue qui, elle, a pensé que c'était un parent d'un des résidents qui voulait me parler. Donc, elle n'a pas compris du tout. Et en fait, moi, je le vois, et il me dit, je veux te parler. Et je lui dis, mais non, là, je prends mon poste, il est hors de question que tu me parles. Et il insiste. Et je me dis, il va pas, devant les autres, c'est juste pas possible. Donc, je vais dans la salle d'animation. Il me suit. Et là, de toute façon, j'ai pas eu le temps de dire ouf qu'il a sorti son arme et qu'il a commencé à me prendre par les cheveux, à me tirer en arrière. Et alors, j'ai eu le premier coup qui descendait là. Et j'ai très vite compris qu'il cherchait les carotides. Parce qu'il me l'avait dit de nombreuses fois qu'une femme, ça se saignait, il fallait les saigner, ces femmes. Donc, du coup, il essayait de descendre dans les carotides. Là, j'ai eu une force... je ne sais pas d'où je l'ai sorti, je l'ai pris par les avant-bras, je l'ai fait basculer dans la salle, mais ça n'a pas tenu bien longtemps, hein. J'ai pas la force d'un homme, même une femme n'a jamais la force d'un homme, et il a très vite repris le dessus, et il m'a attaqué de l'autre côté, où il a essayé de taillader là. J'ai mis les doigts contre ma carotide, ça m'a coupé les doigts. Bon, j'ai eu multiples coups de couteau. Et là, je me suis dit, il n'y a qu'une chose pour me sauver la vie. Déjà, je me suis mise à hurler, mais il fallait... Alors ça, c'est incroyable, parce que ça se passe en un quart de seconde. Je me suis dit, il faut absolument que je crie, mais autrement que les cris des résidents qui sont déments. Donc, du coup, j'ai crié c'était une bête affolée, hein, on n'a pas... Et je me suis mis au sol, parce que je me suis dit, comme il attaque les carotides, si je me mets au sol, ça va me protéger. Et mes collègues ont commencé à arriver. Elles m'ont entendu crier, elles ont commencé à arriver. Donc, elles ont essayé de le calmer. Sauf que lui, il était en représentation. Il s'est dit, mais super, toutes les femmes sont à genoux, elles ont peur.
Et alors, je parle à sa place, évidemment, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et du coup, il était en représentation. Ah, les femmes, vous voulez votre liberté? Eh ben, regardez bien, regardez ce que c'est la liberté d'une femme. Bon, j'étais en sang par terre. Et là, c'était la psychologue avec qui je travaillais, qui est venue me commencer à faire des compressions sur les premières plaies. Donc, elle était sur moi. Et là, je voyais mes collègues d'une vingtaine d'années qui étaient contre les baies vitrées et qui étaient complètement transparentes, qui savaient plus quoi faire. Et là, je me suis retournée contre lui. Je me suis redressée. Je lui ai dit, je te savais fou, mais malade à ce point-là, jamais j'y ai pensé. Et cette phrase-là a fait que j'ai eu cette cicatrice de la lèvre à l'oreille, parce que on peut penser que ça peut être, vous savez, ces cicatrices qu'on fait aux femmes. C'était vraiment tais-toi. Je veux pas que tu parles, tu te tais. Donc il m'a ouvert comme ça. Parce que vous avez osé parler à ce moment-là. Parce que j'ai osé encore Et là, les femmes de ménage hurlaient, et c'était les plus courageuses. Les femmes de ménage lui ont essayé tout ce qu'elles pouvaient pour l'arrêter. C'était juste pas possible. Personne n'a pu l'arrêter. Le souvenir que j'en ai, c'est ça. Après, c'est évidemment, c'est les pompiers. Alors, c'est rapide, mais très long en même temps. Parce qu'on a l'impression qu'il se passe un temps pas possible, mais c'est tellement long d'être par terre en sang et de croire. Enfin, moi, je crois que j'ai jamais perdu conscience, mais je sais pas si j'étais vraiment là. Vous voyez, j'étais là sans être là. Et en fait, j'étais dans le camion de pompiers et j'étais terrorisée. Parce que, je sais plus. Alors, je sais, après, ça c'est ce que j'ai su après, c'est qu'il n'y a qu'un gendarme qui est venu, un jeune gendarme qui est venu, et parce que c'était 8h du matin, parce que la gendarmerie était à côté, sauf qu'elle n'était pas encore ouverte. Donc du coup, il n'y a qu'un gendarme qui arrive. Il y a eu une course-poursuite. Mais moi, j'entends des brides de conversation et je suis dans l'ambulance. Et en fait, dans les brides de conversation, j'ai bien compris qu'il n'était pas arrêté. Donc j'ai cette angoisse qui va revenir et qui va m'attaquer. Et cette angoisse va me poursuivre assez longtemps parce que j'ai un premier arrêt à l'hôpital de Dole et on est conduits tous les deux à un moment donné dans le même endroit. Parce que lui, quand il fait sa course-poursuite, il se retranche dans la maison, dans notre maison. Il est rentré chez lui comme si de rien n'était avec le gendarme qui le poursuivait. Et en fait, il s'est retranché dans la maison. Il a menacé le gendarme. Il est allé chercher une autre arme. De ce que je sais aujourd'hui, hein. Il est allé chercher une autre arme et il a menacé le gendarme qui était là à l'intérieur de la maison. Vous, à ce moment-là, vous êtes à l'hôpital? Vous êtes prise en charge? J'arrive à Dole, sauf que Enfin, je n'ai pas le temps. Hein. Je n'arrive pas à savoir combien de temps ça s'est passé, tout ça. Et à un moment donné, il arrive aussi à l'hôpital parce qu'il s'est un petit peu fait mal, lui. Avec le couteau, qui ne coupait pas pour lui. Hein, parce qu'il n'a pas de chance, le couteau ne coupait plus pour lui, dis donc. Et là, on est box à côté. Et moi, je deviens dingue. Je le sais, je deviens dingue. Je me dis, faut que je saute dans le box à côté de vous? Il faut que je me saute. Ouais, le box à côté. On était chacun dans un box différent. Je me dis, mais là, il va recommencer. Enfin, ils vont pas l'arrêter comme ça. J'ai pas conscience qu'il peut être menotté avec des gendarmes, tout ça. J'ai l'impression que l'histoire, elle recommence et que de toute façon, je suis encore en danger. Ça va me durer des mois, hein, cette histoire-là. Et en fait, j'ai la cadre de santé qui travaillait avec moi, qui m'avait accompagnée à l'hôpital. Elle était avec le médecin qui me soignait et qu'elle allait le soigner, lui. Et le médecin disait, j'espère qu'il va payer cher. J'espère qu'il va payer cher. Et il faut savoir que moi, j'avais plus qu'un fil qui tenait ma joue, là. Et je m'agitais tellement qu'ils avaient peur que ça craque parce que j'avais plus que ça qui tenait. Et on est parti. Enfin, je suis partie au radio. J'ai pas conscience que mes doigts étaient coupés. Je comprenais rien. Enfin, je comprends rien du tout dans cette histoire-là. Et après, j'étais tellement abîmée au visage qu'ils ont pris des photos. Ils ont envoyé à Besançon et à Dijon en chirurgie faciale pour savoir qui pourrait me prendre en charge le plus rapidement. C'est Dijon qui a répondu tout de suite. Donc du coup, c'est pour ça que je suis arrivée à Dijon. Cette cicatrice qui ne s'en ira jamais, c'est indélébile. Comment est-ce qu'on s'y fait? Comment vous le prenez maintenant? C'est très compliqué. Ça m'a.
habité pendant des années. Parce que cette cicatrice, pour moi, c'était la signature que, de toute façon, si tu meurs pas, tu l'as. Je t'ai attaqué sur ton identité, ton visage, c'est l'identité de la personne. Je t'ai attaqué au visage et tu n'oublieras jamais. Et j'étais marquée à vie, ça c'est sûr. J'ai mis des années, mais des années, à pouvoir faire une alliance avec cette cicatrice. Bon, déjà, j'ai été opérée 3 fois pour qu'elle soit comme elle est aujourd'hui. J'ai un peu oublié les autres, pourtant elles sont peut-être moins jolies que celle-là, mais celle-là, elle est là. Et elle est assez étrange, cette cicatrice, parce que quand je fais des choses qui me ramènent à cette histoire-là, elle peut se bloquer, elle peut se pincer, elle est réactive parfois. Votre agresseur, que vous appelez l'autre, a fait 18 mois de détention provisoire avant de ressortir sous bracelet électronique. Son procès n'a pas eu lieu puisqu'il est décédé avant. Qu'est-ce que ça vous a fait qu'il n'y ait pas de procès ? Alors, je veux revenir sur une chose, c'est qu'il a eu le bracelet électronique en sortant de préventive et il s'est sauvé avec le bracelet électronique. Donc moi, je suis à Paris, parce que là, à ce moment-là, j'ai une avocate à Paris et je vais consulter le dossier. Et quand on consulte un dossier, je peux vous assurer qu'on peut vomir sur les trottoirs après, parce que c'est à vomir. Quand on lit tout, il y a aussi les témoignages contre moi, parce qu'il y a des gens qui témoignent contre moi, malgré cette histoire-là, et c'est à vomir. Donc je passe des heures dans le cabinet de mon avocate, et la nuit qui suit, elle m'appelle, et je réponds pas parce que je suis complètement en blackout. Mais le matin, elle s'acharne, elle appelle. Elle me dit, vous êtes où ? Et là, je lui dis, mais je suis toujours à Paris. Où voulez-vous que je sois ? Elle me dit, vous ne sortez pas d'où vous êtes. On ne sait pas où il a disparu. Je dis, comment c'est possible ? Eh ben, elle me dit, mais vous inquiétez pas, je vous rappelle, ils vont le retrouver. Alors, je ne sais pas comment, ni quoi, ni qu'est-ce, je ne sais rien du tout. Et elle me rappelle, me dit, ils l'ont retrouvé et j'ai vu avec la juge d'application des peines, il va retourner en prison, ce qui est... Enfin voilà, rassurez-vous, voilà, il a défié tout ce qui pouvait se défier, parce qu'entre-temps, il faut savoir que j'étais hébergée par Solidarité Femmes 21, donc à Dijon, et qu'à l'hébergement, enfin, ils avaient placardé sa photo partout parce que voilà, ils connaissaient l'adresse des bureaux, ils connaissaient pas où on était hébergé, mais ils pouvaient très bien se présenter dans les bureaux. Et de chez moi à Dijon, il y a 40 minutes de route. Je me suis dit, s'ils le perdent pendant une journée, une nuit, 40 minutes de route, c'est rien. Donc je me suis sentie vraiment en danger à nouveau à ce moment-là. La peur m'habitait à cette époque-là, j'avais peur de ma propre ombre. Donc vous voyez, c'était énorme pour moi. Et le fait qu'il retourne en prison, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors je vais grossir un peu le trait en disant, ils lui ont tapé un petit peu sur les doigts en disant, monsieur, c'est pas bien ce que vous avez fait, faut pas recommencer. Je sais pas ce qui s'est passé, si bien qu'il a été remis dans notre maison avec de nouveau le bracelet électronique. Et voilà, c'était les protections que j'ai eues, c'était juste pas possible. Donc vous avez vécu avec la peur pendant des mois. Des mois, la peur m'a habité pendant des mois. Des mois. Et un jour, vous apprenez qu'il est décédé. Et un jour, j'apprends qu'il est décédé. Alors, je l'apprends bizarrement parce que je suis au téléphone avec la mère du même village, parce que comme l'EHPAD dépendait du village, le comité, je ne sais plus comment on dit, elle me dit, mais je crois qu'il est mort. Je dis, pardon ? Ben non, il n'est pas mort, parce que s'il était mort, je le saurais. Elle me dit, je ne sais pas, peut-être que je me suis trompée. Et après, c'est enchaîné des textos, comme quoi, oui, c'était bien lui qui était mort. Et là, c'est pas possible. C'est quoi votre émotion à ce moment-là ? Le voler, le procès. C'est juste pas possible. Donc il n'y a pas de soulagement de se dire c'est terminé, il est plus là. Il y a absolument pas. Cette amertume. Ça va se vérifier après, parce que ça m'a compliqué la vie au possible. Parce que mais c'était juste pas possible. C'est pas possible. Là, j'appelle les gendarmes qui avaient fait l'enquête, ils sont pas au courant. Ils me disent, mais comment vous savez ça, vous ? Alors je leur raconte. Mais je dis, c'est pas possible. Il va pas me voler le procès, c'est pas possible. Si.
Quand vous dites voler le process, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, ce procès, alors, peu importe, la condamnation, elle était même plus... j'en avais rien à faire. La condamnation, franchement, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était pour moi les mots. Je voulais absolument dire qui il était. Je voulais parce que il faut savoir que dans une procédure comme ça aussi, pendant le divorce, j'ai eu 14 témoignages contre moi qu'il a réussi. Alors vous savez, ces fameuses attestations, on croit qu'elles servent à rien, mais quand on reçoit ça, ça fait extrêmement mal. Parce que les gens se préoccupaient de savoir si j'étais dans ma maison ou pas dans ma maison. À cette époque-là, j'ai eu abandon de domicile. Ils ont été à faire ce truc-là. J'avais abandonné mon domicile. Waouh! Oui. Comment est-ce que vous avez fait pour vous reconstruire mentalement? Alors physiquement, vous l'avez expliqué un petit peu, mais comment ça s'est passé cette reconstruction? Alors, ça a été très très long. Ça a été des heures et des heures de thérapie. Ça a été une fuite. J'ai quitté la Franche-Comté suite à la première... quand il s'est sauvé avec son bracelet électronique, même si j'étais à l'hébergement avec Solidarité Femmes, je me suis dit que j'étais pas protégée. Donc j'ai fui et je suis allée en Bretagne, où je suis toujours aujourd'hui. Mais avec un espoir de revenir en Franche-Comté, parce qu'on n'oublie pas nos racines, et c'est compliqué de vivre ailleurs. Donc moi, c'est pas un choix de cœur, c'est un choix d'urgence, de sécurité. C'est vivre sans nom sur sa boîte aux lettres, sans nom sur sa porte. C'est des mois d'errance, c'est être loin de son travail, louer un truc alors que vous êtes propriétaire d'une maison, donc vous avez droit à rien. Il y a tellement d'embûches dans cette fuite, que c'est partir sans son chien aussi, parce qu'à ce moment-là, j'avais un berger allemand que j'ai pas pu emmener dans ma fuite. Ça a été sans cesse ramener un problème de plus. Vous savez, une femme victime de violence, quand est-ce qu'elle se sent tranquille? Elle se sent tranquille le dimanche parce qu'il n'y a pas de courrier, parce qu'on va pas recevoir un coup de fil, parce qu'il n'y aura pas une lettre dans la boîte aux lettres qui va nous annoncer une catastrophe. Vous voyez? Dans votre combat, vous l'avez dit, vous avez croisé une association, c'est Solidarité Femmes. En quoi les associations, et celle-là, puisque vous pouvez en parler en particulier, elle vous a aidé? Ouais. C'était super important, parce que dans cette association-là, j'étais complètement prise en charge. J'étais complètement détruite. Je marchais en dehors de moi-même, vous voyez? J'étais l'ombre de moi-même. Donc, c'est des groupes de parole. On entend les autres femmes parler. On se dit, mais elles parlent la même langue que moi. Moi, j'étais top niveau dans les hébergements, dans les femmes le drame qu'elles avaient vécu. Parce que, en plus, j'étais marquée au fer rouge, parce que j'étais très abîmée au visage. Et je faisais même peur à d'autres femmes, parce qu'elles disaient, mais moi, j'ai reçu qu'un coup de poing. C'est pas grave, moi, à côté d'elles. Mais non, tout est grave. Dans ces situations-là, tout est grave. Et c'était aussi, cette reconstruction était importante. C'est une psychologue, quand il m'écrit depuis la prison, enfin qu'il fait écrire un co-détenu, et que je reçois cette lettre, je suis incapable de mettre un mot après l'autre. Je comprends rien. Je comprends que juste une chose, c'est le danger. Donc c'est la psychologue de Solidarité Femmes qui m'aidait à décoder en disant, mais il n'y a rien dans cette lettre. Moi, il y avait le signal, ça y est, il est encore après moi, il va pas me lâcher. C'était ça le signal que j'avais. Et elle décodait d'autres choses. Donc c'était très important. C'est des mois et des années de reconstruction. Ça se fait pas comme ça. Et votre reconstruction, elle a peut-être passé aussi par le fait que vous racontiez votre histoire. Vous l'avez fait dans 2 livres. Le premier livre que vous avez publié, il s'intitule « Ma mort dans ses yeux ». En quoi ça vous a aidé? Alors, c'est pas une thérapie, mes livres. Hein. La thérapie, je l'ai fait autre. Et en parallèle, je me suis formée pour devenir thérapeute. Donc, il y a eu beaucoup de pôles. Et j'ai fait le groupe d'études Carl Rogers. Et Carl Rogers, c'est des labos où on se met constamment on travaille constamment sur nous. Donc, ça a été important. C'était double chose pour moi. Il faut savoir que chaque fois que je partais en formation, j'étais rappelée par cette histoire. C'est-à-dire, j'étais sur le quai de la gare, j'avais une juge d'instruction qui m'appelait, j'avais un avocat qui m'appelait. Il y avait toujours quelque chose qui se tombait à ce moment-là. Je partais en formation dans une colère terrible. J'étais hors de moi. Et j'arrivais pendant le temps où on était ensemble à déconstruire tout ça et à me reconstruire aussi. Donc ça a été hyper important pour moi. Et après... Vous parlez du livre « Ma mort dans ses yeux », il n'y avait pas eu de procès.
Donc moi, je voulais dire ma vérité. Vous voyez, la vérité, elle nous appartient, elle nous est propre à chacun. Mais moi, ma vérité, j'avais besoin de la mettre sur papier. Parce que ce livre a été construit jour après jour. Donc dans ce livre, il y a tout le déroulé de l'histoire. Parce que j'écrivais tout ce qui m'arrivait jour après jour. Donc ça faisait comme un journal. Comme un journal intime. Et du coup, j'avais besoin, puisqu'il n'y avait pas de procès, de dire ma vérité. Et le deuxième, c'est différent parce que je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup du moment, des actes de violence, mais on ne parle pas du tout de l'après. Et pour moi, l'après est aussi compliqué que ce qu'on vit au moment où on est sous le somme de la violence. Voyez, le après, c'est des années de reconstruction, c'est des années de reprendre confiance en soi. On est complètement déconstruit. Donc, il faut apprendre à revivre ensemble, avec ce qu'on est réellement. Et c'est très compliqué. Donc, le deuxième est plus orienté sur le après. Un autre sujet m'habite actuellement, c'est sur les enfants maintenant. Le désastre qu'il y a sur les enfants, qui sont absolument pas pris en compte dans ces histoires-là et qui sont eux aussi victimes. Ils ont vécu des scènes de guerre. La violence, même s'ils n'ont pas vu la maman se faire frapper, la violence est toujours latente et ils savent. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants-là après? Oui. Donc, on l'a dit, vous avez écrit des livres, mais vous avez aucun souci aussi à raconter votre histoire dans les médias. Vous le faites régulièrement. En quoi c'est important? Alors, j'ai aucun intérêt à m'exposer, mais une parole éprouvée a une autre résonance. Donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que de me dire, une femme qui est victime, qui est de l'autre côté de l'écran, si elle m'entend parler, il y a des mots qui rentrent en résonance avec elle. Moi, je m'en suis sortie. Pourquoi elle s'en sortirait pas? Alors, maintenant, je vais remettre ma casquette de professionnelle. En tant que professionnelle, un jour, pendant ma formation, ma formatrice m'a dit « Tu attireras ce que tu vibres ». Je dis oh, « Ouais, bien sûr ». Eh bien, si vous saviez combien ça résonne encore aujourd'hui, parce que quand j'ouvre la porte et qu'une femme... Alors, j'ai pas tellement des femmes sous le coup de la violence conjugale. C'est plus dans le après qu'elles viennent en me disant, écoutez, vous allez me prendre pour une folle. Et j'ai des exemples précis quand je vous dis ça. Je vais très bien maintenant. Je suis avec un homme qui est tout à fait bien, qui est charmant et tout. Mais moi, je vais pas bien du tout. Ça va pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on reste sur le schéma qu'on a connu pendant des années. C'est-à-dire que on parle du contrôle coercitif. On a été contrôlé constamment. Constamment. Comment on fait pour vivre sans ce contrôle après? Comment on fait pour reprendre confiance en soi? Comment on fait pour être valorisé à nouveau? Comment on fait pour vivre tout simplement? Parce qu'on a été dans la survie avant, voyez? À quel moment est-ce que vous avez décidé de vous former et de vous dire, en fait, je vais dédier le reste de ma vie à aider des femmes qui ont souffert comme moi? Moi, c'était un concours de circonstances. Parce que déjà, j'ai fait cette formation-là pour faire plus joli sur mon CV. Jamais j'ai pensé que j'aurais un cabinet, que je recevrais des gens. J'étais pas du tout là-dedans. Sauf que quand j'ai essayé de retrouver du travail et que je me suis présentée face à des employeurs, j'ai complètement perdu les pédales. Déjà, j'ai perdu les pédales dans les structures parce qu'elles sont toutes faites à peu près pareilles. Et j'avais toujours peur de quelqu'un qui soit dans mon dos. C'est juste pas possible pour moi. Encore aujourd'hui, si je vais dans un restaurant, je suis face à la porte. Jamais vous me verrez dos à la porte. Je mets encore aujourd'hui de la sécurité autour de moi, vous voyez. Et là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Ça va pas juste faire beau sur mon CV. C'est que ça va pas du tout. Là, je peux pas reprendre mon métier. C'est pas possible. Tout était déconstruit. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais plus toucher les personnes, je ne pouvais plus le toucher, je peux plus. Vous voyez, il y a des choses qui me restent. Vous savez, il y a un truc aussi qui est assez bizarre dans ce que je vis aujourd'hui, c'est que tous les mois de mai, ça s'est passé au mois de mai 2014, tous les mois de mai, alors déjà, je me mets souvent en vacances parce que je suis plus capable d'écouter, je suis plus capable d'aider les autres, mais ce qu'il y a aussi, c'est que je tombe tous les mois de mai. Tous les mois de mai, il m'arrive quelque chose. C'est autour de cette date. Et là, la dernière fois, le dernier mois de mai, là, j'allais à un mariage, j'étais bien. Après, je prenais des vacances, donc j'étais bien. J'avais même oublié la date. Et je me sentais mais tellement mal que j'ai dit à une de mes meilleures amies qui me connaît depuis 40 ans, je lui dis, mais écoute, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien du tout, ça va pas du tout.
Puis elle me dit, mais dis donc, t'as pas une date là? Et là, je la regarde et je dis, mais on est le combien? Et elle me donne la date. Et je dis, mais ça y est, j'ai compris ce qui m'arrive. Je suis encore rattrapée par ça. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous montrer une photo que j'ai souhaité que vous puissiez commenter pour nous? Donc c'est une photo où vous êtes à un mégaphone, en train de parler dans un mégaphone, a priori. Il y a des personnes autour de vous. Qu'est-ce que c'est cette scène? Quand est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors cette photo, elle est... J'avais pas prévu du tout d'être là. C'est pas prévu du tout. Et en fait, j'ai fait une émission télévision sur France 2. Et le lendemain, il y avait l'appel de Muriel Robin quand elle a sorti le film de Jacqueline Sauvage. Et elle avait fait un appel pour justement appeler les politiques sur ce sujet des violences intrafamiliales. Et il y a des personnes dans le public qui m'ont reconnue parce qu'elles avaient vu l'émission. Et du coup, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, mais cette dame, elle a des choses à dire, il faut absolument qu'elle témoigne. Et c'est eux qui m'ont poussé sur l'estrade, là. Et j'avais fait un appel à ce moment-là parce que il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que je ne veux pas que les victimes soient comme les auteurs. C'est-à-dire que là, il y avait un mouvement de foule. À ce moment-là, là, quand j'interviens, il y avait un mouvement de foule. Et les victimes, on est constamment en colère parce qu'on vit des injustices pas possibles. Et elles étaient en colère et elles provoquaient les journalistes et les policiers. Et moi, j'ai appelé au calme, là. Parce que je ne veux surtout pas qu'on montre cette image-là. Moi, il est important pour moi qu'on reste digne dans notre combat. Parce qu'on ne sera pas entendable. Et ils nous poussent, les auteurs nous poussent constamment à la faute, constamment à dire qu'on est des mauvaises. Donc si on montre cette image-là, on va dans leur sens. Vous voyez ? Donc pour moi, il est important que les victimes soient dignes, malgré leur souffrance. Parce que, attention, la souffrance, je sais combien elle est forte. Vous intervenez également dans les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux violences. Vous me l'avez dit un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi c'est important d'expliquer aux plus jeunes certaines choses et notamment les mécanismes de violence? Alors, c'est important d'écouter, excusez-moi, de parler aux jeunes. Déjà parce que j'ai été éduque 25 ans. Donc, pour moi, cette jeunesse est importante pour moi et j'ai des échos avec ces jeunes. Je crois vraiment à la jeunesse. Je crois vraiment à ces jeunes filles qui viennent me parler après, à ces jeunes hommes qui viennent me dire qu'eux aussi, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment se comporter, ils savent pas. Ils ont des références, c'est la pornographie, donc c'est violent. Donc ils ne savent pas comment faut faire. Ils n'ont pas les codes. Un témoignage comme le mien est vibrant, vous voyez. Et je suis toujours partie beaucoup plus riche que je n'étais venue avec ces jeunes. Et c'est nos adultes de demain, donc c'est important de les sensibiliser, de faire en sorte qu'ils soient plus forts que nous on a été, surtout les jeunes filles. Enfin, voilà, parce que c'est quand même, les chiffres parlent, hein, c'est 93% d'hommes qui sont des agresseurs. Et ça, je ne l'oublie pas, même si je sais qu'il y a des hommes qui sont victimes aussi, mais c'est quand même, les chiffres sont parlants, vous voyez. Et pour moi, c'est important, parce que ils m'oublieront, mais ils n'oublieront pas certaines paroles, et dans leur vie après, ils diront, mais tiens, j'ai entendu ça, et voilà, vous voyez, c'est marqué d'une empreinte, mon vécu auprès de ces jeunes. Jeudi 20 novembre, donc là on est en 2025, donc il y a quelques jours, au moment où on enregistre cet entretien, il y a 4 femmes qui ont été tuées en France par leur conjoint ou leur ex-conjoint, le même jour. Laure, 34 ans, a été tuée à Besançon. Elle avait déposé plainte à 2 reprises contre son ex ces derniers mois. Qu'est-ce que vous ressentez face à cette réalité ? Alors déjà, j'ai une émotion qui est d'une grande tristesse, et derrière la tristesse, j'ai la colère qui arrive. Parce que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, on n'arrête pas des hommes violents.
qu'on soit encore dans ce système-là, avec la présomption d'innocence, à présumer que la victime est peut-être une menteuse. Ça, c'est insupportable pour moi. Cette femme aurait dû être protégée, notamment de ce que j'en sais, c'est qu'elle a été déposée plainte, elle avait déjà déposé plainte, donc cet homme aurait dû être arrêté. Tant que la société ne prendra pas conscience que ces hommes sont dangereux et qu'ils iront au bout de ce qu'ils ont décidé, parce que on ne les arrête pas, il faut vraiment qu'il y ait des mesures qui soient à la hauteur. On fait plein de choses, on arrête un virus, on va pas arrêter des hommes violents, c'est juste pas possible. Ça, c'est pas possible. Et ça me met dans une colère, c'est juste insupportable. C'est insupportable qu'on en soit encore là, avec tout ce qu'on sait, des mécanismes, on sait maintenant, ça y est, les victimes parlent, la parole est libérée. Comment ça se fait qu'encore à ce jour, on en soit là ? Qu'est-ce que vous pensez de l'action politique en la matière ? J'y ai cru, vraiment, vraiment j'y ai cru. J'ai participé au Grenelle, j'y ai vraiment cru, sauf que, oui, il y a des choses qui se sont mises en place, et c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est loin d'être suffisant. On a l'Espagne qui est beaucoup plus en avance que nous, alors que c'est un pays macho. Ils sont bien plus en avance que nous. Et les besoins, les associations, elles le disent depuis combien d'années ? Sauf qu'en face, on n'a pas les moyens. On met pas les moyens nécessaires pour que les actions soient mises en route. On retire des budgets aux associations actuellement. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est-à-dire qu'une vie d'une femme n'est pas... Enfin, c'est pas important dans notre société. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, selon vous ? Alors là, vous venez de le dire, donner des moyens financiers aux associations. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez ? Des actions tout de suite. Ça veut dire que ces gens-là doivent être jugés très rapidement. Ça veut dire qu'on ne laisse pas une femme en danger de mort comme ça, sans rien. Elle crie... Il y a aussi le fait que pendant une procédure, comment ça se fait que ces hommes-là ont encore accès aux enfants ? Comment ça se fait que ces hommes-là ne sont pas arrêtés de suite ? Il y a tellement de choses qui ne se font pas, vous voyez ? Est-ce que vous prenez ça comme... est-ce que vous n'êtes pas fatigué, des fois, de constater que les choses, elles avancent lentement, que voilà, il y a encore des chiffres qui sont dramatiques ? Est-ce que des fois vous n'êtes pas fatigué, tout simplement ? Bah si, bien sûr que je suis fatiguée. J'ai l'impression vous savez, comme le moulin à vent, hein, je brasse du vent et il n'y a rien qui se fait. Mais je parle de moi, mais on est combien à avoir saisi cette cause-là ? Mais il n'y a rien qui se fait, comme on ne va pas dans le bon sens, vous voyez ? C'est hyper important d'aller tous dans le même sens. Alors à présent, je me demandais si vous pouviez parler à la Florence d'avant. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez ? La Florence avant ouais, peut-être la Florence d'avant la tentative de féminicide, peut-être la Florence qui est à l'hôpital en train dans la panique. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Alors, j'étais dans un tunnel, je savais qu'il y a une petite lumière au bout. J'ai atteint cette lumière et je suis enfin redevenue moi. Parce que c'est la personne que l'auteur avait rencontrée au départ, cette personne qui paraît forte mais qui a un cœur de chamallow. Mais je suis enfin redevenue moi et j'ai surmonté tout ça. Oui, il y a une vie après. Oui, on peut être heureuse après. On vit avec cette histoire-là, mais on apprend à vivre avec aussi. On fait alliance plus ou moins avec. Ça fait partie de notre histoire. C'est ce qui nous a rendu la personne que je suis aujourd'hui aussi, qui peut passer le message, qui peut passer le flambeau à d'autres femmes qui sont encore dedans. Mais c'est ça qui est merveilleux. Il y a toujours, dans le négatif, il y a toujours du positif. Alors, j'aime l'être humain. Je crois à l'être humain. Donc, voilà, c'est ça le message que je passe aujourd'hui. C'est, oui, je suis passée par là, mais j'en suis ressortie beaucoup plus forte encore. Vous êtes fière de vous ? Oui. Est-ce que c'est le message aussi que... Parce que j'allais vous demander si vous aviez un mot aussi pour les nombreuses femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que c'est ce message-là aussi que vous portez pour elles ?
Et non seulement c'est ce message-là, mais il y a aussi que la force, elles l'ont. Toute victime, elle l'a. Pour se faire traiter comme un paillasson, se faire marcher dessus, comme elles se font marcher dessus, se relever, protéger les enfants, cette force-là, elles l'ont. Il faut aller la chercher pour qu'elles s'en servent pour elles. Vous voyez ? Merci beaucoup Florence, en tout cas pour ce témoignage. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci Sarah.